BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 3 septembre 2025, bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co, il est 19h30 pile, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous propose de la continuer, peut-être de la terminer tranquillement avec votre dose de tech quotidienne. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Avec ce soir, au sommaire de vos 90 minutes de tech, eh bien on va revenir sur Google qui a passé une très bonne journée aujourd'hui. Vous allez voir, on va tout vous expliquer dans un instant. Google qui échappe au démantèlement aux USA. Google a eu chaud. L'Europe qui s'incline aussi face aux GAFAM et notamment qui s'incline face à Google qui va éviter une amende assez salée. Là aussi, on va tout vous expliquer. Et puis, je retrouvais sur le plateau un robot tout à l'heure. C'est la première étudiante IA qui va faire sa rentrée, qui va accompagner les élèves dans une école du 15e arrondissement de Paris. J'aurai le patron de cette école tout à l'heure qui nous parlera de cette initiative, de cette expérimentation. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble ce soir. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Mais oui, bien sûr, je sais que vous criez ça devant votre télé, devant votre radio. Vous vous dites, est-ce qu'on va débriefer l'actu tech ce mercredi soir ? Évidemment, évidemment, avec sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry ce soir. Bonsoir, salut. François. Fondatrice de Retency. Et si vous regardez le CV en or, Isabelle, on peut le dire, hein, Fred. En platine. En platine. Elle a dirigé Yahoo il y a quelques années de cela. Yahoo France. Absolument. Yahoo Europe même. Avec un poste au niveau européen. Avec un poste au niveau européen, voilà. À tes côtés, Isabelle, c'est Clément David qui est là. Salut Clément. Salut. Comment va le Clem ? Très bien, il est comment mon CV ? En or. En or. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que or ? Ah bah non, mais attends, déjà je prends le même CV qu'Isabelle, je suis content. Non, Platinium, ça te va ou pas ? Très bien. Comme les cartes Comme les Flying cartes Blue. Air France. Ah bah je l'ai pas celle-là, on vit pas dans le même monde, mais bah non. Tu n'as pas une carte Je crois que j'ai une Flying Blue, la première, elle Non, s'appelle mais je ne comment ? parle pas alors. Moi, je parle pas Flying aux gens Blue qui n'ont pas de plastique. carte Ouais, Flying Blue. oui, voilà. La nulle, quoi. Ouais. Favelas classe. Cette émission est sponsorisée par Air France, mesdames, messieurs. Pas du tout. Clément, président de Théodo Cloud. Salut, Ça pas m'a bougé. été. Très bon été, j'étais à Chypre, c'était bien. Super. C'est très beau. Très bien. Tu as révisé de l'actu tech ? Oui, mais j'ai pas bronzé. Non. Comme l'a fait remarquer la productrice de l'émission, Ouais. quand j'ai mis un pied sur le plateau. C'est vrai que tu es un peu pâle. Même à la radio, on sent que tu n'as pas bronzé. C'est bizarre, je ne sais pas comment on arrive à le sentir, tu vois. Fred Simotel est avec nous. Bonsoir Fred. Bonsoir François, bonsoir à tous. Journaliste à BFM Business et qui nous fait l'amitié de nous accompagner quasiment tous les soirs pour débriefer l'actu. Les amis, pour commencer, eh bien, c'est ce gros ouf de soulagement du côté de chez Google, je le disais. Le géant américain qui ne sera finalement pas obligé de se séparer de son navigateur Chrome. C'est vrai que c'était vraiment l'épée de Damoclès qu'avait Google. C'était tout l'enjeu en fait de ce méga procès qui l'opposait au gouvernement américain depuis des années. Et clairement, Google l'a échappé belle. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin dans Good Morning Business. On l'écoute tout de suite. Finalement, ils s'en sortent vraiment très 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 bien parce que c'était vraiment l'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de leur tête depuis des années. Est-ce qu'ils allaient être démantelés ? Finalement, plus de peur que de mal. Alors oui, Google est bien un monopole, ça c'est ce qu'a dit la justice l'été dernier, mais ça ne justifie pas le fait de découper l'entreprise comme on avait pu le prévoir. Ce que demandait le département américain de la justice, c'était notamment la cession de Chrome, parce que Chrome s'est vu comme, on va dire, l'outil de domination de Google, parce que c'est un outil qui leur permet de récolter énormément d'informations sur les utilisateurs. Il avait aussi été évoqué la possibilité de céder Android, donc vraiment une vente à la découpe, mais le juge estime que c'est trop compliqué, c'est trop risqué, et que donc, eh bien, on va pas faire ça. Alors, ça veut pas dire qu'ils s'en sortent complètement sans sanction. Ils vont quand même devoir partager certaines de leurs données du moteur de recherche avec des concurrents. Donc ça les arrange pas quand même. C'est vraiment une vraie contrainte. Mais c'est évidemment beaucoup moins grave que l'avenir qu'on leur promettait, que certains leur promettaient, un avenir à la Standard Oil ou à la AT&T avec un découpage total de l'entreprise. Bref, c'est un peu tout ça pour ça. Alors, Google bénéficie peut-être aussi d'un élément qui était pas là au début du procès, c'est l'explosion de l'IA générative. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup moins sur Google en réalité. Et donc, ce monopole de Google qui a été critiqué et qui devait être démantelé, eh bien finalement, c'est pas la justice, c'est peut-être l'innovation qui va en venir à bout. Voilà les explications très claires d'Anthony Morel. C'est vrai que c'est une info importante à tiroir en fait, parce que évidemment ça a des conséquences sur
plein de choses, et notamment aussi sur Apple, mais on va en parler dans un instant. Donc Google s'en sent bien. Je vous rappelle que on évoquait le démantèlement et la séparation de Chrome, mais même à un moment Android, qui est le système d'exploitation utilisé par je ne sais pas combien l'immense majorité des téléphones sur Terre. Donc Google doit quand même pousser un ouf de soulagement. Malgré tout, Sundar Pichai, qui est le patron de Google, fait appel de cette décision. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce que je pense qu'il doit mal digérer quand même le fait de devoir partager des informations... Les données, ouais. Secrètes, enfin pas secrètes, Pas secrète, mais propriétaire. Propriétaire de Google concernant la recherche, qui est quand même le cœur du business de Google. On parlera après d'Apple. Peut-être première réflexion là-dessus, Isabelle. Alors toi qui as travaillé dans ce milieu de la recherche à l'époque de Yahoo. Oui, déjà plusieurs choses. J'ai trouvé la remarque de la juge ou du juge vraiment intéressante parce qu'elle explique on ne va pas rajouter du chaos ou une complexité sur le marché qui évolue très vite. Et en fait, cette décision de poursuivre Google a été prise la première administration Trump. Donc il y a maintenant plus de 5 ans. Et 5 ans, ça paraît, il y a une éternité. Tout le marché a effectivement bousculé. Cela dit, Chrome, c'est toujours 70%, 75% de part de marché. Donc c'est quand même absolument gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les repreneurs potentiels, comme par exemple Perplexity, qui avait fait une annonce très officielle en disant qu'ils étaient prêts à racheter pour 35 milliards de dollars le Chrome, ça a recréé de facto, en fait, un mastodon. Et donc le choix du juge, qui est d'accompagner le marché plutôt que d'être faiseur de roi, en disant à Google, on ne va pas vendre Chrome pour recréer un autre mastodon, on va vous demander à vous de partager des données pour que les concurrents puissent en bénéficier. Donc c'est vraiment une démarche intéressante. Par ailleurs, pour avoir effectivement vécu il y a 20 ans la montée en puissance et l'efficacité de la boîte de recherche, donc là je parle de la recherche Google, versus d'autres concurrents comme Yahoo, ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les usages switchent, qu'un outil est pour les utilisateurs devenu beaucoup plus pertinent, ça va très très vite. Et donc c'est effectivement dans cet axe que s'est inscrit le juge par sa décision, en disant on va laisser faire le marché et on va vous demander à vous, Google, de partager les données puisque vous avez encore une position importante. Clément ? Écoute, je suis... comment dire ? C'est vrai que c'était il y a une éternité. Et qu'en fait, le monde n'était pas le même. Non. Et en fait, les contraintes et les enjeux qui tournaient autour de Google n'étaient pas les mêmes. Et c'est vrai que... Et des navigateurs aussi. Exactement. Et des navigateurs, en fait, là, Google est quand même dans une réorganisation de son marché Google au sens large, pas juste Chrome, etc., mais avec la concurrence de la recherche vers ChatGPT, que va devenir l'AdWords, qui est quand même la vache à lait, etc. Le fait que sur le cloud, en fait, que ce soit Google, mais ou les deux autres gros américains, dans 10 ans, on ne sait pas lesquels il restera, parce que tout va très vite, tout peut se passer. C'est marrant comme la juge, en effet, assume le côté très très politique de la décision en disant bon, c'est déjà assez le bazar. Ouais. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On va vous laisser gérer les autres fronts. Celui-là, finalement, il est bien où il est. Et tu vois, c'est impressionnant de voir à quel point, sous cette administration, avec une séparation des pouvoirs, très certainement, tout ce que tu veux, mais c'est assumer que tout ce qui touche aux GAFAM, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission, finalement, il ne faut pas trop les perturber. C'est des leviers contre les Européens. C'est quand même le seul truc à peu près qui marche aux États-Unis aujourd'hui parce que ce n'est pas l'aviation ou l'automobile qui va tirer quoi que ce soit. Donc finalement, même la juge, elle va assumer que c'est politique et qu'il ne faut pas trop les secouer. Moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné. Après, c'est vrai que dans la décision en elle-même, et on reparlera de l'appel parce que je suis surpris, il n'y a pas de démantèlement, il n'y a même pas de remise en cause des accords avec les différents fournisseurs de hardware. Donc finalement, la sanction, c'est peut-être le niveau 8 de ce qu'elle aurait pu être. Tu vois, donc on a vraiment cherché à les ménager très très fort. Alors cela dit, perdre l'exclusivité sur Apple, c'est quand même quelque chose. C'est ça, mais ils n'avaient pas quelque chose. Mais ils n'avaient pas l'exclu, Isabelle. En fait, sur la recherche, ils n'avaient pas l'exclu ? Pas du tout. Non, mais c'était par défaut. C'est installé quand même sur Safari par défaut. Oui, mais c'est pas l'exclu. Non, c'est pas l'exclu. Mais de facto, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas quand tu paramètres ton Safari, tu peux choisir ton moteur de recherche. Par défaut, c'est Google, mais tu peux prendre DuckDuckGo. Mais tu sais que 0,1% des gens ont cliqué une seule fois dans leur vie sur. C'est pas une exclu. Non, c'est pas une exclu, mais je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ça reste pas le bon choix par défaut. Oui, c'est vrai.
Non, moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a la première chose, c'est que je ne vois pas comment ils auraient séparer Chrome de Google. Non, mais c'était déjà impossible. Techniquement, je vois pas. Alors, Perplexity avait fait. C'est comme si Google perdait son bras, quoi. Et Android, ça c'est la première chose. La deuxième, moi, ce qui m'a un peu déçu pendant toutes ces années, c'est que j'ai pas vu les autres redoubler d'efforts pour dire, tiens, nous on va faire un Edge encore plus puissant, on va faire un Safari encore plus puissant. Mais oui, mais il y aurait peut-être pu avoir une opportunité pour communiquer davantage sur là-dessus, en disant, voyez, regardez, la justice, elle s'attaque à Chrome, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Donc venez chez Edge, venez chez Safari, venez chez Opera, venez. Et là, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, les autres auraient pu profiter un peu de cette petite fenêtre de tir pour se mettre un peu plus en avant, même si Google a 60-65% du marché. Ils auraient peut-être pu tirer, ils n'ont pas bougé. Donc là, ils attendaient un peu comme ça. Et puis là, maintenant, c'est bête, tiens, on rate une opportunité. On laisse Google partir sur son plan. Voilà. D'un autre côté, c'est très difficile de communiquer face à un concurrent qui est extrêmement efficace. Oui. C'est-à-dire, pour Microsoft... Mais à eux de jouer l'innovation et d'être encore plus efficace. Et tout ça. Oui, mais dans l'espérance d'une décision de justice improbable. Tu vois ce que mais ça veut bien dire que personne n'y croit. Possible. Mais il y a quand même une victoire morale. Alors, on va peut-être se calmer sur les mots quand même. Mais il y a quand même un élément qui est, on oublie que Chrome est quand même arrivé bien après tous les autres moteurs de recherche. Contrairement, tu vois, on a beaucoup fait la comparaison avec Microsoft. Chrome s'est imposé avant tout par un usage qui était extrêmement agréable en termes d'UX, extrêmement bien intégré en termes de recherche, et que c'est pas Google qui a d'abord noyauté le marché avec des super partenariats, obligé tout le monde à utiliser un outil qui était en retard sur le reste, et puis finalement, bon an mal an, tout le monde a pris l'habitude. Comme par exemple un certain Windows à une certaine époque. Je veux dire, on a un outil qui a gagné ses parts de marché. Oui, parce que ça fait partie de l'écosystème Google, mais surtout parce que c'était le meilleur. Et que, tu vois, l'antitrust, c'est une chose de faire de l'antitrust dans un moment où cette position, elle était acquise par des partenariats un peu tordus, ou parce que simplement on domine le marché, parce qu'on a fourni aux utilisateurs ce qui était le mieux. Le juge ce qu'il dit, il remet un peu la balle aussi dans le camp des utilisateurs, en disant, écoutez, si vous voulez protéger votre vie privée, allez prendre d'autres outils aussi, prenez vos responsabilités, donc tu as ça. Après, le risque aussi, mais bon, là, on l'a pas trop vu, mais est-ce que ça pourrait pas se déclencher avec l'IA, où la bataille va vraiment être forte, parce que les navigateurs vont prendre encore plus de place. C'est surtout ce qui est les normes, aujourd'hui c'est HTML, c'est PWA, comment ça s'appelle, les web apps, Progressive Web App, qui sont les standards de fait. Bon, voilà, les autres seront suiveurs, quoi qu'il arrive, par rapport à ce que Google va continuer à développer. Mais bon, c'est comme ça depuis un moment, c'est pas ça qui vont les... C'est vrai que le démantèlement, je ne sais plus lequel de vous deux disiez, ça aurait été hardcore. C'est-à-dire que, pour le coup, détricoter ça aurait été... T'as l'impression que c'est l'espèce de barbe à papa où il faut enlever un morceau. Mais après, l'antitrust américain a fait des choses... Oui, ils ont un historique... complexe. Donc, s'il y avait vraiment, de la part du juge, une décision au niveau de la technologie, ils l'ont fait sur des sociétés, des choses comme ça, mais là, on est vraiment dans le côté vis et boulon. Tu vois, ils l'ont fait sur des statuts financiers, des statuts d'actionnaires. Dans l'univers des télécoms aussi. Oui, mais dans les télécoms, mais justement, ils séparaient. Ils ont dit, telle région, tu auras ça, telle région, tu auras ça. Tu vois, ils ne sont pas rentrés. Là, il faut vraiment rentrer dans le code. Ça aurait été la déstabilisation. Tiens, là, vous continuez à collaborer. Non, là, il faut couper. Ah oui, mais du coup... Ce qui est intéressant, on ne le saura jamais, mais si OpenAI n'avait pas existé, si Perplexity n'avait pas existé, s'il n'y avait pas d'IA générative, et si Google était toujours ce rouleau compresseur sans comment dirais-je, sans ennemi ou en tout cas menace possible, est-ce que cette décision du juge aurait été la même? Je suis sûr que non. C'est ça la question. Je suis sûr que non. Tu vois, moi je suis d'accord avec Clem. Je pense que le contexte a beaucoup joué. Voilà, c'est ça, cette vision de la juge qui est quand même assez intéressante. Ouais. C'est très business. Je veux dire, c'est très business. Quand tu regardes en droit français, c'est inimaginable. Google est un peu en danger. Ouais. En tout cas, il y a des questionnements sur l'avenir de Google. On va les laisser gérer cette histoire-là et pas les handicaper encore plus. Mais il ne l'aurait pas fait par rapport au contexte géopolitique.
Il n'aurait pas fait pour affaiblir un acteur mais je suis comme pas ça sûr qu'il y aurait eu par le même niveau de rapport tension. à ce qui se passe en Asie et tout ça. De toute façon, on va pas refaire le match. Ouais, non. C'est compliqué. On fait le match. Eugène Sacomano. Exactement. La deuxième, on l'a un petit peu évoqué, mais la deuxième bonne nouvelle, elle est pour Google, mais aussi pour Apple. Il va toujours avoir son petit chèque de 20 milliards par an. Alors vous allez me dire, 20 milliards par an pour Apple, c'est pas... Attends, 5% des revenus quand même. Et puis 75% de marge. Oui, ça c'est pas mal. C'est quand même... c'est un chèque, c'est cadeau. Hein. Ouais, c'est cadeau. C'est Ça comme fait plaisir quand ça arrive c'est le 13e mois d'Apple, quoi. C'est comme le juste prix quand ils disaient net d'impôt, tu vois, je sais pas quoi. Exactement. Le juste prix. Et avec Eugène Sacomano et le juste prix, je suis quand même années 90, non, pas mal. mais t'es super update dans la télé. C'est cool, ça fait plaisir. Très moderne. Non, ce qui est intéressant, rappelons-le, c'est 20 milliards. Google versait cet argent, vous vous rendez compte, 20 milliards de dollars par an à Apple. Pourquoi ? Et on l'expliquait tout à l'heure, pour que lorsque vous prenez votre iPhone et que vous lancez Safari, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. Et donc, effectivement, ça engrange des recettes publicitaires énormes à Google. Vous imaginez que si Google met 20 milliards là-dedans, ça leur apporte combien à la fin de l'année ? La search, c'est 200 milliards. Donc, ils étaient prêts à investir le search. 10%. C'est 200 milliards de Alors, revenus. est-ce qu'ils perdent de l'argent en se disant... 10%. Est-ce qu'ils perdent de l'argent en se disant on évite à un concurrent de prendre la main, ou est-ce qu'ils gagnent de l'argent malgré ses dépenses ? En fait, Apple, c'est 50% des smartphones aux États-Unis. Et donc, c'est quand même beaucoup de monde. Je crois que c'est plus que ça même. Voilà. Et d'une classe sociale très élevée. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils avaient un retour direct, et tout est absolument monitoré chez Google, donc j'imagine que oui, ils savaient, parce bien que sûr. Sinon ils ne feraient pas cet investissement. Mais clairement, 20 milliards avec 75% de marge pour Apple, c'est juste extraordinaire, et c'est la beauté de la publicité. Quand vous avez atteint un certain niveau d'audience, la publicité, c'est quasi 100% de marge. Et puis quand vous comparez ça à la marge d'un iPhone, qui est de l'ordre de 35 ou 40%, dans un contexte économique où Trump est en train de modifier toutes les barrières et où Apple, un coup produit en Chine, un coup produit au Vietnam, un coup doit produire aux États-Unis, il doit se préserver, et ces 35% de marge vont être difficiles à préserver, alors que c'est 5 milliards. Et le pire, juste une chose, le pire dans cette histoire, c'est que Google est un très bon moteur de recherche, c'est-à-dire que les clients, enfin en tout cas les utilisateurs, ne gueulent pas pour ce choix. Non, c'est pas le pire. C'est ça qui est terrible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des parts de marché qui sont gagnées rationnellement parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que le produit est bon. Qu'est-ce que ferait Google ? Qu'est-ce que ferait Apple si Google ne donnerait pas ces 20 milliards ? Il mettrait un autre moteur de recherche ? Mais en fait, tous les utilisateurs changeraient pour Google. Tu dégrades la qualité de l'expérience utilisateur. La qualité du service, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et pour Apple, on peut dire que ça les soulage. Alors, ils vont payer ces 20 milliards, mais ça les soulage de quoi ? Ça les soulage. S'il y avait eu l'histoire de vente de Chrome et tout ça, qui aurait été le prochain à regarder un peu les accords ? Tiens, on va regarder un peu de près ces accords de partenariat. Donc Apple a échappé un peu. Tu vois, le tir, ils auraient pu être une victime aussi s'il y avait eu cette partie-là. Là, ils apparaissent un peu comme on va dire une sorte de neutralité apparente. Du dire, bon, ben voilà, nous, on va faisait du business. Ils auraient eu, on aurait remis Chrome sur, on imagine qu'ils aient pu détacher Chrome. Il y aurait eu une redéfinition du marché des navigateurs. Eux, leur Safari, là, ils sont assez confortables, là, même s'ils sont derrière. Peut-être qu'ils auraient dû dire faut qu'on les gars, la Safari, là, il y a des nouveaux qui arrivent, ils vont saisir les opportunités qui n'est pas Chrome. Donc, il aurait fallu, voire même créer un nouveau moteur de recherche ou investir là-dedans. Donc, tu vois, pour Apple, il y a un côté aussi, on s'enlève quelques épines du pied. C'est de nouveau la juge qui cherche à stabiliser un marché, ou en tous les cas, de ne pas rajouter de l'huile sur un marché qui aujourd'hui est très complexe. Mais protéger Google, c'est aussi protéger Apple. Parce qu'en fait, on parle des fronts qui sont ouverts pour Google, mais Apple, des ventes qui ont du mal, je crois que c'est 2% de croissance cette année, c'est vraiment pas génial. Une vision produit qui est quasi inexistante. On a parlé 1000 fois de la vision sur l'IA qui est très en retard, qui n'a pas grand-chose à offrir. Et tu vois, on attend plein de choses d'eux, et là, on aurait en plus dit, et qu'est-ce que vous allez faire en fait pour votre navigateur, et qu'est-ce que vous allez faire pour un moteur de recherche, tu vois, on leur a rajouté en disant, attendez, on est déjà en train d'essayer de dépatouiller ça. Donc tu vois, ils ont un côté où... Oui. Ce qui montre que ces deux sociétés ne sont plus complètement en position dominante. Non. Et que donc la juge elles le sont, mais on voit qu'il y a quelques nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Absolument. En fait, il y a des défis. On parle aussi, tu sais, Trump, ce que tu disais, qui dit faut reproduire aux États-Unis. Impossible que Apple se sorte de son piège avec la Chine. On en a parlé sur ce plateau. Donc et puis ça montre peut-être une perte de position dominante. Ça montre aussi, on va en parler peut-être sur Anthropic, la capillarité
où nous, entre les entreprises de la tech américaine, où nous on les regarde de loin, on dit ils doivent être concurrents sur un paquet de trucs, alors que la vérité c'est qu'il y a des partenariats à n'en plus finir les uns avec les autres, Évidemment. et qu'en fait c'est un effet domino aussi très risqué si tu commences à taper sur l'une. Ça ne sera pas isolé. Voilà pour cette info, hein. Donc double bonne nouvelle pour Google et avec l'effet domino, bonne nouvelle aussi pour Apple et peut-être d'autres aussi, hein. Peut-être que finalement Microsoft n'est pas mécontent de tout cela. Puis, enfin, après on va voir, mais puis quelque part pour les utilisateurs, parce que Ouais. pour En tout cas, ça bouleverse pas on a quand même des bons produits. Enfin voilà, on a Ouais. quand même des choses. On n'entend pas beaucoup de critiques autour de Chrome, autour du moteur de recherche Google. Là, on se réjouit qu'il y ait une concurrence un peu avec la partie GenAI. Bon, voilà, on est. Il y a une force chez Google depuis 25 ans, c'est qu'ils ont eu une capacité à avoir et à s'entourer de talents absolument exceptionnels. Les prix Nobel. Et hein. surtout à les conserver et à les motiver. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je suis d'accord, c'est vraiment la réussite de Google, c'est la réussite du talent. Et je trouve que c'est à saluer. Ce qui n'est pas le cas forcément d'autres Bah, ce qu'ils font en grandes ce moment, en tout entreprises. cas avec Gemini et tout Ça ça, a c'est donné quand même des noms. impressionnant. Vous voulez une autre bonne nouvelle pour Google ou pas? Cette fois-ci, elle est- Quel jour Allons-y. Ah, mais allons-y. attendez, franchement, L'Europe. ça nous fait L'Europe. plaisir. Faisons plaisir à Google. Là, c'est Teresa Ribera, qui est la commissaire européenne à la concurrence, qui a fait plaisir à Google, puisqu'elle avait prévu, en fait, d'imposer une amende à Google concernant le secteur de la publicité en ligne, puisque, en fait, l'Europe a accusé Google de position dominante dans ce domaine, qui est une évidence, hein. Voilà, personne ne peut contester l'abus de position dominante de Google dans la publicité en ligne en Europe et un peu partout dans le monde. Attends, tu peux pas contester la position dominante, tu peux contester l'abus. Bien C'est sûr, la question. oui, la Voilà. position dominante, Ouais. oui, c'est vrai. L'abus, c'est C'est un tout le... tout à fait. Je t'évite des problèmes. Tu vois. Toute la subtilité, tu as raison. La position dominante, c'est clair. Ouais. Sauf qu'entre-temps, Donald Trump est arrivé au pouvoir et bien voilà, c'est le bras de fer. Avec au milieu de tout ça les droits de douane, d'un côté Donald Trump, d'un côté l'Europe. Et visiblement, eh bien cette Teresa Ribera s'est assagie pour préserver en quelque sorte le commerce extérieur européen et notamment les véhicules européens. Parce que le deal caché, enfin j'ai l'impression qu'il est caché parce qu'on n'a pas véritablement d'informations très claires. Ou alors peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai l'impression que visiblement, en échange de l'arrêt de cette sanction envers Google de la part de l'Europe, eh bien, on pourrait exporter des véhicules européens aux États-Unis avec des droits de douane qui seraient non plus punitifs. C'est ça l'idée. Donc là, maintenant, on est dans du deal, on est dans du business, Isabelle. Oui, c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, le commissaire européen du commerce, dont peu avaient entendu parler jusqu'à présent, et qui est d'ailleurs hiérarchiquement moins haut que la commissaire antitrust, Teresa à Ribera, la concurrence. s'appelle-t-elle. Voilà, tout d'un coup, est le faiseur de roi, là, pour le coup, et essaie de bloquer une décision sur laquelle la commissaire travaille depuis de nombreuses années. Alors après, quand on regarde les chiffres, effectivement, Google est en position dominante. J'ai regardé les chiffres de la pub l'année dernière dans le digital, c'est 12 milliards. Google, avec la search, doit en capter à peu près 40%, donc ça fait 5 ou 6 milliards, on va dire. Et puis en face, vous avez toutes les exportations européennes vers les États-Unis. Et les exportations européennes en France, c'est 49 milliards, et les exportations au niveau européen, c'est 340 milliards. Et donc effectivement, les quelques milliards captés en pub de position dominante. Alors pour les médias digitaux, c'est effectivement un problème, mais à l'échelle européenne et de l'industrie européenne, C'est peanuts. effectivement, passer de 10 à 15% ou à 25% de droits de Ça change douane, tout. c'est un vrai sujet. Et donc aujourd'hui, on est dans un contexte de rapport de force avec un président américain Et de qui marchandage. s'initie dans toutes les discussions commerciales. Donc c'est invraisemblable et c'est choquant quand on a ce genre d'annonce. Mais la réalité des chiffres derrière fait que, effectivement, à la fin de la journée, comme disent les Américains, je pense que les Européens ont raison de lâcher. Oui. Mais comme tu dis, c'est étrange. C'est choquant. étrange, c'est choquant, finalement. Et c'est aussi un aveu de faiblesse de notre part. Parce qu'on se dit. Enfin, un aveu de faiblesse. Je Ou ne sais alors- pas, parce que la souveraineté ou un coup de européenne, billard à c'est trois quoi bandes. La souveraineté ouais. européenne, c'est quand même d'exporter.
et de protéger son industrie. Ouais, mais tu remets en Donc, cause, en fait, à ce moment-là, on remet en cause la justice, toute la réglementation la législation et l'ordre. Non, mais c'est toute une commercial. question de est-ce que c'est un problème de décision ou est-ce que c'est un problème de comment la décision est prise. Tu peux décider, déjà d'une part, tu peux décider qu'il n'y a pas d'abus de position dominante, d'autre part, tu peux décider que tu mènes ton dossier, que finalement tu ne vas pas la sanctionner parce que c'est pas si énorme, parce qu'il y a des deals qui sont passés, etc. On ne va pas faire semblant de découvrir qu'il y a de la négo derrière tout ça. L'autre qui a avec ses droits de douane il y a 6 mois en disant regardez sur le tableau où les chiffres veulent rien dire et depuis ça négocie. Bon, c'est comment ça se passe. Le fait que ce soit un commissaire, enfin une commissaire, dont c'est pas dans les prérogatives, qui aille voir une autre commissaire en disant « faites ton truc, ça va pas être possible », que ça se passe d'une manière super opaque, que c'est lié à des deals en effet pas trop assumés sur plus ou moins les bagnoles qu'on est en train de torpiller nous-mêmes avec le tout électrique alors qu'ils sont pas prêts et qu'on est en train de détruire notre propre marché en important du chinois, mais ça c'est autre chose. Je veux dire, ça pour le coup, c'est vrai que ça sent un peu le gros coup de pression et c'est ça qui fait mal. Après, moi je suis plutôt pour la réelle politique. Je veux dire, si lâcher une grosse amende contre Google, dont je me fiche un peu sur un marché qui en effet n'est pas si énorme, nous permet de ne pas complètement tuer notre industrie automobile, bah, j'achète. Mais c'est vrai que ça sera surtout les Allemands qui vont gagner dans cette histoire-là, parce que autant vous dire que la France n'exporte pas énormément de véhicules électriques, de véhicules d'une manière générale. Mais il y a d'autres aux États-Unis, c'est les Allemands, c'est les BMW, les Volkswagen, les Audi. Mais juste derrière, non, mais tu as l'exportation, juste tu as aussi la collaboration. C'est-à-dire que Google, par exemple, est un énorme partenaire pour Renault. Parce qu'en fait, faire aussi, bien sûr. Exactement, faire de la voiture un hardware en soi équipé d'Android, etc., avec des agents intelligents. Il y a d'autres choses que purement l'exportation des véhicules qui se jouent. Le problème, c'est que c'est peut-être le premier coup de pression d'une longue série. Et ça, c'est un problème. Moi, je dirais là, du coup, on remet la pression sur investir en Europe, sur faire des fonds dédiés, des partenaires publics-privés, et dire aux Européens, quelque part, c'est un moyen de dire aussi aux Européens, bon, maintenant, les gars, ils sont là. Voilà, ils ont une position dominante. Bah, à vous de bouger, quoi. À vous de de monter des fonds, de lever davantage de fonds, de créer ces partenariats publics-privés, de renforcer les politiques antitrust et la régulation, parce que ça aussi, ils peuvent jouer sur cet aspect-là. Hein. Ça peut arriver. De pousser vers les infrastructures numériques européennes. Non, mais c'est un moment, c'est peut-être là où il y a une opportunité, où il y en a un qui doit taper du poing sur la table, dit OK, c'est comme ça, on se réunit là, les 27 ou les 6 plus forts, et on y va et on se dit on croit en l'Europe, quoi. Et là aujourd'hui, je suis d'accord tout ce que vous dites là sur on cède aux États-Unis pour d'autres, mais à nous aussi de nous bouger et de nous dire maintenant les gars, maintenant on voit comment le marché est parti, eh bien à nous de nous bouger pour nous lancer là-dedans. Donc on arrête de tourner autour, un Gaia X, un machin, et on met des fonds et on soutient nos startups et on facilite aussi l'arrivée de capitaux qui viennent des Émirats, parce que il va falloir jouer avec eux aussi, ou des Indiens. Enfin voilà, on joue notre vraie carte de continent numérique, quoi. Ce qu'on ne fait pas vraiment aujourd'hui. On subit un peu tout ça, et donc là peut-être qu'il y a quelqu'un qui va un peu comprendre le jeu en disant... Pour terminer, Isabelle. Et ça pourrait être une sanction intelligente pour Google, de la part des commissaires. C'est de dire très bien, on ne vous met pas l'amende, mais par contre, vous avez des obligations, un peu comme aux États-Unis, de partager votre savoir-faire et d'investir sur le marché européen. Oui, c'est vrai ça pourrait être une réponse. Et par contre, ça veut dire aussi qu'il faut revoir un peu toutes les règles fiscales. Il faut favoriser, il faut qu'on puisse investir où on veut. Il faut un peu remettre de l'homogénéité là-dedans, parce qu'aujourd'hui, tu vas chercher des fonds en Angleterre, ok, c'est un dossier. Tu vas chercher des fonds en Allemagne, c'est un autre truc. Tu vas chercher des fonds, attendez, enfin tu vois, c'est hyper compliqué. Et la fiscalité derrière. Tu as pris l'exemple de l'Angleterre, bon, malheureusement, ils sont... Oui, voilà. Tu m'as compris. Des autres pays européens. Surtout laisser le public en dehors de ça, faites du privé-privé. C'est clair. Partenariat public-privé. Mais j'ai pas l'impression qu'on prenne cette direction, Fred. C'est pas... parce qu'il n'y a pas quelqu'un un peu fort là-dedans qui ose y aller. On voit les industriels parfois qui essaient de se regrouper en disant allez, nous on peut peut-être pousser, mais voilà, on s'est dit que la partie est un peu perdue, mais je pense que tiens, je vais aller député européen, moi, à remonter tout ça. Ah tiens, ça c'est cool. Commissaire. Voilà, commissaire. Mais pas le soir. Pas le soir. Comme non, pas le soir. Je là pour raconter tout ce qu'on s'est dit dans la journée. Tech & Co revient dans un instant avec Isabelle, Clément et Frédéric. A tout de suite après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h02, le retour de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. On débriefe l'actu tech avec nos experts jusqu'à 20h30. Et puis 20h30, 21h, nous parlerons d'intelligence artificielle dans les, on va dire, dans les écoles. École d'ingénieurs, oui. École d'ingénieurs, avec un robot qui s'appelle Milo et qui va être un élève IA. Ça va être intéressant. On essaiera de comprendre cette initiative avec notre invité tout à l'heure. Dans l'immédiat, toujours Isabelle Bordry qui est avec nous, fondatrice de Retency, Clément David, président de Theodo Cloud, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On enchaîne avec Anthropic, qui est l'une des pépites de l'intelligence artificielle aussi générative, Claude. Qui est un modèle vraiment étonnant, eh bien, on le doit à Anthropic. Eh bien, Anthropic triple sa valorisation et aujourd'hui est valorisé à quasiment 200 milliards de dollars. Là encore, on voit cette... en fait, on se demande qu'est-ce qui peut arrêter l'IA, finalement, l'IA générative aujourd'hui. Et voilà, on a un bon produit, qui est Claude. Anthropic se porte bien, Isabelle. Oui, c'est vraiment intéressant. Ils étaient on parlait de monde qui s'accélère tout à l'heure. Ils étaient valorisés 60 milliards il y a 5 mois. Ils sont aujourd'hui valorisés 200 milliards. Ils ont levé 5 milliards il y a 5 mois. Ils lèvent maintenant 13 milliards. Donc, c'est des sommes absolument colossales. Alors, comment l'expliquer ? Je pense que tout le monde est à l'affût et il y a eu des entrées en bourse absolument exceptionnelles là, cet été aux États-Unis. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, on va dire, dans lequel on peut encore investir. Donc, je pense que toutes les banques et tous les gros acteurs financiers veulent y être. Donc, ça, c'est une première chose. Avant, justement, une entrée en bourse possible, certaine même. Deuxième chose, c'est un groupe qui s'est développé beaucoup auprès du B2B, c'est-à-dire auprès des grandes entreprises. Il compte aujourd'hui quasiment 300 000 clients d'institutionnels qui utilisent leur réseau de neurones. Et il semblerait que parmi les investisseurs, en plus d'avoir du capital, ou à la place de capital, je ne connais pas le term sheet, il semblerait que certains d'entre eux veulent pouvoir bénéficier de leurs produits pour aller plus vite et accélérer. Donc, il y a effectivement cette volonté et cette capacité, en tous les cas, à pouvoir utiliser des réseaux de neurones qui sont aujourd'hui réputés pour être absolument performants. Bon, voilà. Et après, troisième chose, on montre que ça va très vite. Claude est encore tout petit sur le marché du grand public, mais effectivement avance. Alors, qu'est-ce qui pourrait arrêter cette avancée absolument gigantesque de l'IA, cette montée en puissance de NVIDIA ? Il y avait un article très intéressant et une analyse de Schneider Electric récemment qui disait que le sujet va devenir l'électricité et l'énergie. Et qu'en réalité, un rack dans un serveur, qui est un rack normal, qui traite des chats du Wikipédia, comme on en voyait tout à l'heure, c'est à peu près 10 kWh. Alors que lorsque vous avez un rack qui traite avec les dernières puces NVIDIA de l'intelligence artificielle, notamment générative, vous êtes à 80 kWh. Et donc, il va y avoir très rapidement un sujet qui est que si NVIDIA continue d'atteindre, parce que pour l'instant, ils dépassent trimestre après trimestre leurs objectifs de vente de puces. Et que toutes ces entreprises qui utilisent de plus en plus les réseaux de neurones et de plus en plus l'IA générative, si elles atteignent tous leurs objectifs, on va se retrouver avec une Amérique qui sera en panne d'électricité. Parce que des chiffres ont circulé qui étaient que d'ici peut-être 1 an ou 1 an et demi, ils auront besoin du double de l'électricité qu'ils consomment aujourd'hui. Tu veux dire par là que tous ces data centers vampiriseraient toute l'électricité disponible ? Ou en tous les cas, réclament une quantité disponible quasi équivalente à ce qui est aujourd'hui dépensé. Et donc, c'est peut-être ça qui va effectivement, à un moment donné... Calmer tout le monde. Calmer tout le monde et en tous les cas, effectivement... Je pense pas que ça les calme. Après, c'est un vrai sujet. Ouais, mais ils refont. Enfin, tu vois aujourd'hui. Alors, je suis d'accord, il va y avoir ce souci d'électricité, mais aujourd'hui, tu vois quand même les modèles qui sortent. La ChatGPT 5, ils ont fait des gros efforts quand même pour optimiser. Oui, faire un éco-design. Bon, même si c'est pas optimal, ils ont quand même réduit considérablement. Ah bah si. Non, mais j'ai rien dit. Je suis d'accord. Mais t'as fait un peu comme ça. Non, je réfléchis. ChatGPT 5, ils ont quand même bien réduit sur une requête. Elle consomme beaucoup moins qu'un ChatGPT 3 et tout ça. Oui, mais en fait, les puces, tu as déjà par exemple Google avec ses TPU, Amazon qui a ses propres puces aussi, Trainium, mais je me souviens plus, c'est quelque chose, TPU, Inferentia ou je sais plus. Mais il y a quand même deux mouvements qui sont à la fois des modèles et des puces qui vont consommer moins
et en même temps l'investissement dans des capacités de production d'énergie via les centrales nucléaires qui sont en train de développer, etc., aux États-Unis, dont on a pas mal sur le plateau, qui font qu'ils vont essayer de le gérer. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des trucs qui sont tentés en ce moment, mais que là, le besoin, il est exponentiel et qu'il va y avoir à un moment un mur énergétique, il va falloir trouver le moyen de dépasser d'une manière. Excuse-moi, juste une chose, Isabelle, on parle de centrale nucléaire, mais une centrale nucléaire, c'est pas un claquement de doigts qu'on a fait. Exactement. Non. Quand tu vois les galères qu'on a à construire des centrales nucléaires, parce que c'est quelque chose d'immensément compliqué, il faut 10 ans pour faire ce type de choses. On n'était pas en rade depuis une dizaine d'années. Et tu crois qu'on va attendre 10 ans avant d'être en rade? C'est pour ça qu'ils optimisent les modèles, c'est pour ça que les puces sont plus mêmes. C'est un marché qui, en fait, ce qui est génial, on est au début de ce marché, l'IA. Et en fait, tiens, petit coup de gueule au passage. Et après, on parlera de pourquoi Claude lève autant d'argent et autant valorisé, parce que c'est non seulement un super produit, mais il y a d'autres trucs. Il y a une bulle. Et en fait, c'est typiquement un de ces trucs dont on parle, c'est qu'on va y avoir soit le mur énergétique, soit le problème du ROI, soit etc., qui va faire que de toute façon, les acteurs qu'on a aujourd'hui sur ce marché, il y en a qui vont exploser en vol, il y en a qui valent des milliards et qui à un moment n'existeront plus. Il va se passer un moment un autre problème, à un moment un autre un gros problème. Comme à chaque carrefour technologique, exactement, finalement. La bulle va éclater. Mais moi, ce qui m'a agacé aujourd'hui, c'est que tous les commentaires que j'ai vus étaient « Ah, regardez, ils ont doublé leur valo en 6 mois », ce qui est vrai, c'est bien la preuve qu'il y a une bulle spéculative, financière. Oui, et c'est pas grave. Les gens, en fait, confondent quand même deux choses qui sont... Il y a une bulle spéculative, donc à un moment, les valos vont exploser en vol parce qu'il n'y a pas assez de ROI, c'est vrai, et la remise en cause de l'IA en elle-même dans le fait qu'elle va changer notre vie et ses cultures technologiques. Et en fait, c'est pas un problème, la bulle, elle va arriver, et n'empêche que, exactement comme Internet, les entreprises qui ont des bons produits, les entreprises qui commencent déjà à être rentables, ou qui au moins explosent leur chiffre d'affaires, les entreprises qui ont une proposition de valeur importante, elles vont survivre. Et tu vois, des entreprises comme Google ou Amazon, qui sont passées, par exemple, Amazon pendant la bulle Internet, c'est passé de $100 à $6 de valo. En fait, c'est 10 fois plus 10 ans, 20 ans après, parce qu'en fait, ils avaient un bon produit, ils commençaient à être rentables, et donc ils l'ont traversé. Et donc il y a une espèce de peur autour de la bulle, sans comprendre de peur côté média, parce que les investisseurs, ils n'ont pas peur. Je parle côté média. Ils déroulent. Il y a cette espèce de crainte de la bulle, comme si le fait qu'il y avait une bulle, ce qui est vrai, qu'elle va exploser, ce qui est vrai, remettait en cause l'utilité de l'IA. La vérité, c'est que Internet, quand la bulle a explosé, ça n'a pas remis en cause le fait que 20 ans après, Internet avait changé la face du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce qu'il y a, si on regarde spécifiquement Anthropic, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils sont un peu, c'est concurrents directs OpenAI, et ils sont en train de voir un peu comment ils peuvent développer aussi dans de nouveaux domaines, dans la santé, dans tout un tas de choses. Et c'est ça que voient aussi les investisseurs, c'est qu'ils pourraient aller dans la santé, la finance, il y a plein de domaines, et ils se sont pas encore spécialisés, mais pas plus. ChatGPT, ils ont quelques modèles, mais eux, ils ont encore tout ce potentiel-là. Ils sont quand même beaucoup poussés par Amazon qui a mis des sous. Google ils sont très bien quand même attaqué le marché entreprise. Et c'est ce que disait Isabelle. Et dans les tests, Claude apparaît toujours dans les. Mais sur des modèles spécifiques qui sont les modèles de code, de raisonnement et de logique. Justement, tu voulais nous expliquer pourquoi, en fait, ils ont cette valeur aujourd'hui. Claude, c'est pas juste un truc. Il y a un effet qui est, il faut bien trouver des trucs dans lesquels investir, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste un des trucs qu'il y a, donc après tout, comme les autres, il explose. Claude, ils ont 3 choses. Désolé le micro. Le premier, c'est un très bon produit sur la génération de code, sur les raisonnements logiques, mathématiques, etc., sur les modèles de raisonnement. Donc en fait, ils ont aussi bien que ChatGPT ? Non, mieux que ChatGPT. Aujourd'hui, si tu parles à Metech côté data IA et que tu leur dis OK, qu'est-ce qu'on prend pour faire de la génération de code, pour relire du code, faire du debug, etc., ils vont te parler de Claude, qui est le modèle d'Anthropic. Il est plus sécurisé. Il est plus. Mais ça, je pense que pour les investisseurs, c'est vrai. Et Claude, d'ailleurs, dit beaucoup qu'ils vont investir là-dedans. Mais je pense que le truc numéro 1, c'est que déjà, c'est un super produit sur des cas très bien identifiés. C'est pas un produit généré. Premier truc. Deuxième truc, en effet, ils ont très bien vendu dans les entreprises. Oui, leur valo, elle leur fait x2, mais leur chiffre d'affaires, il a fait x5. Ils ont un truc tangible d'hier derrière qui est. En début d'année, ils avaient fait 1 milliard de chiffre d'affaires sur l'année d'avant. Là, cette année, ils vont être à 5 milliards. Donc, c'est pas uniquement parce que c'est de l'IA, c'est aussi parce que le fait de travailler avec les entreprises, de leur vendre un truc très lucratif comme la génération de code, etc., c'est quand même un atout qui fait que on peut se dire,
eux, ils vont rester. Parmi tous ceux qui vont exploser, eux, ils ont des atouts solides. Puis il y a un troisième truc qui est leur partenariat, tu as commencé à en parler, Fred, sont extraordinaires. C'est-à-dire que ils ont fait, alors c'est des anciens d'OpenAI, qui ont levé, alors leur tout premier tour de table, c'est avec Sam, comment il s'appelle, SBF, le mec de FTX, donc on va oublier un peu son argent à lui, il avait mis 500 millions, mais après, c'est 300 millions de Google, qui leur permet aussi de bénéficier de certaines capacités côté Google. Ouais. Ensuite, c'est au total 8 milliards d'Amazon. Amazon. C'est un partenariat avec Palantir pour proposer des produits sécurisés. C'est l'intégration aux outils Databricks, etc., qui est un des leaders des data platforms américains. Donc en plus, ils ont un écosystème de partenaires qui fait qu'ils vendent bien, ils vendent beaucoup, et ils ont un futur pour vendre qui est très précieux. Et donc, c'est pas juste un shiny toy ou un... Oui, ils ont une simple. roadmap qui est rassurante. Une roadmap business. Ouais. Ils parlent business, ils sont solides sur le business. Et c'est ça qui les rend précieux, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils rentrent sur le marché de Microsoft, en fait. Parce que Microsoft, avec Copilot, fait des efforts absolument colossaux pour aller chercher les gros institutionnels et les faire investir. Et en fait, eux arrivent, par la qualité de leurs produits, notamment sur le code, à rentrer chez les institutionnels. Et donc ça, c'est effectivement clé. Et je dis, et en plus, ils ont deux aspects par rapport à ChatGPT où il y a beaucoup l'accent là-dessus quand tu vois leur présentation qu'ils présentent aux investisseurs. Sécurité, ils disent on est les plus sécurisés, ils ont montré plein de tests et tout ça. Et puis, ils parlent beaucoup éthique. Tu sais, les investisseurs, et ah oui. Les investisseurs, si. Et dans le dossier d'investisseurs, moi que j'ai vu, il y a plusieurs pages sur l'éthique de l'IA, toutes ces choses-là. Et ça inquiète un petit peu tout le monde. Il y a même Jensen Huang, il dit que ça fait partie de ces. Je pense que c'est plus vrai pour la sécurité. Là où tu as raison, c'est que je pense que c'est très vrai pour la sécurité parce que tout le monde sent qu'il y a un truc qui va nous péter à la figure à un moment ou à un autre. Et que d'ailleurs, dans les milliards qui vont être levés, d'habitude, ils disent beaucoup on va acheter des data centers, des trucs. C'est vrai que, comme tu disais, ils s'appuient beaucoup sur AWS, c'est pas uniquement des partenariats financiers, mais là ils ont aussi dit il faut qu'on creuse beaucoup la partie sécurité, et je pense que c'est moins philanthropique que la partie un peu éthique, et que c'est plus centré sur à un moment ou à un autre, il y en a un qui va tomber à cause de la sécurité. Quand je dis éthique, c'est le contrôle, c'est la transparence, c'est la transparence du code, c'est le, enfin tu vois, c'est mais je le vois en tout cas, c'est pas philanthropique, c'est purement business. Oui, non, mais ça c'est pas le côté philanthropique de l'éthique, c'est l'éthique, c'est de dire on montre la transparence du code, on montre un peu où on va. Oui, c'est pas la boîte noire. Voilà, c'est pas. Et ça ils le mettent beaucoup en avant dans leur dossier d'investissement. Et ça, comparé à un ChatGPT, en plus, avec le côté... Alors, on va voir ce que donnera Fidjissimo, qui vient de prendre la tête de OpenAI pour justement stabiliser l'entreprise, faire des offres produits et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même ChatGPT, il continue à lever. Mais il y a un côté un peu moins sulfureux. C'est difficile de faire plus sulfureux que ChatGPT, à part Grok. Oui, et la difficulté, c'est que ChatGPT, il y a encore eu un meurtre et un suicide il y a une semaine, on a démontré que c'était avec une interaction. Oui, mais ça, c'est la rançon du succès, je pense. C'est pas. La rançon du succès, c'est quand même absolument terrible. C'est-à-dire, quand vous voyez la discussion qu'il y a eu avec ChatGPT, on se dit qu'il y a vraiment une responsabilité du média. Je pense que Claude aurait pu trébucher de la même manière, en fait. Eh ben, peut-être. Mais la force de Claude, c'est de ne pas être utilisé vraiment pour ça et par le grand public. Oui, mais bon, ça, ChatGPT n'y peut rien. Tu vois, s'il y a bien une IA, c'est les risques du domaine, quoi. S'il y a bien une IA qui a été, parce qu'il ne faut pas oublier la puissance de ChatGPT aujourd'hui. Monsieur ou Madame Michu se servent de ChatGPT. Tu vois, je dis juste un mot par rapport. Attendez, je fais le lien entre éthique et ce qu'on vient de dire. C'est la réglementation. Bravo, tiens. C'est-à-dire que les investisseurs, ils aiment bien. Ils savent qu'un jour l'IA va commencer à rentrer dans un slot de régulation, et ça, Anthropic dit nous, on se prépare à ça. La régulation de l'IA, tu vois, par rapport à soit les usages, soit la conception. Et ça plaît aussi aux investisseurs. Ce qui est sûr, c'est que ChatGPT va se retrouver. Donc OpenAI via ChatGPT, mais surtout tous les modèles grand public vont se retrouver à un moment avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec laquelle vivent les réseaux sociaux aujourd'hui, à qui on demande de plus en plus de modération, même pas forcément les réseaux sociaux, mais parfois les fournisseurs cloud comme AWS, à qui on a dit vous hébergez quand même des sites qui sont complotistes, d'extrême gauche, d'extrême droite, machin, etc. Et donc c'est vrai que là où si tu vends à des entreprises des trucs pour générer du code, on va quand même moins te demander de justifier tes activités et surtout de contraintes que tu mets en place pour éviter les excès,
qu'un modèle grand public, on va forcément venir les voir en disant, vous savez, c'est pas vous qui utilisez le truc, mais n'empêche que vous allez devoir mettre des barrières, sinon vous allez prendre des tartes. Et je crois à quelque chose de très... À un moment donné, Mark Zuckerberg, dans pleine tourmente devant le Congrès, il y a une question d'un journaliste qui avait été posée à Tim Cook, il disait, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place ? Et Tim Cook a répondu, je ne serai jamais à sa place. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une éthique des équipes, un positionnement des équipes qui fait qu'à un moment donné, et notamment aux États-Unis où c'est plus de l'autorégulation, un Mark Zuckerberg a une relation business éthique très différente, à mon avis, de Sundar Pichai et de Tim Cook. Et donc, en fait, il y a des postures aujourd'hui dans les équipes de management qui sont extrêmement différentes. Alors, je ne veux pas dire que la gouvernance d'OpenAI n'est pas la bonne. Oui, tu veux dire qu'il y a un côté mercenaire. Je pense que les équipes et la gouvernance d'une société a, quoi qu'il arrive, un impact direct sur son produit. Et donc, on ne peut pas dire c'est normal, c'est un produit grand public. D'où l'intérêt de voir à l'œuvre Fujissimo, justement. Oui, absolument. Qui a une réputation. Et elle peut transformer OpenAI, et ça serait formidable. Business. Mine de rien, qu'il y a une culture européenne. Et on a une manière d'aborder les choses sans faire, tu vois, on a quand même, quand tu regardes la manière dont on gère les données, la manière dont on gère la responsabilité des entreprises, la culture n'est pas la même. Et tu vois, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui, là, on parlait de ça, d'Anthropic, et puis il commence à me dire, ouais, mais regarde, peut-être que ça ferait un peu comme tout à l'heure mon histoire, là, ça fera réagir les Européens. J'ai dit, attends, les Européens, je pense que là, il y a vraiment la marche devient tellement haute que on les reverra pas. 500 000, mais par 200 contre, milliards valo. Ce que disait entre tout ce qu'on dit entre je vise les entreprises, je regarde un peu, j'ai un business plan un peu plus clair, je vise un peu plus de transparence, de régulation. Bien là, allez voir les entreprises européennes et dire écoutez. Nous, voilà, on va voir ensemble comment on va traiter vos données. Enfin, tu vois, ils vont expliquer tout ça. Ça aussi, ça donne confiance aux investisseurs. Ils se rendent compte qu'en Europe, il y a des entreprises qui vont dire, bah tiens, Claude, on a l'impression d'un peu plus de savoir où on met les pieds. De savoir, et à comparer à ChatGPT. Et ça, c'est très intelligent de leur part. C'est pour ça que je disais ce côté éthique, voilà, tu as compris, la transparence, etc. C'est important. Et en Europe, tu vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui regardent ces IA en se disant, bon, oui, Mistral, évidemment, qui pousse Mistral ou d'autres Européens, d'autres Français. Et ils se disent quand même, on regarde les Européens, mais moi, on entend un peu sonner cette musique, sonnette, justement, voilà. Bien joué, jeu de mots. Alors, jeu de mots, faut préciser pour les gens, il y a un modèle Claude qui s'appelle Claude Sonnette. Et on entend cette sonnette, justement, mais on entend ça, ils disent, tiens, Claude... Pas cette sornette. Non, c'est pas cette sornette. Claude, on a l'impression qu'on peut être un peu plus embarqué, en tout cas, que d'être dans cet effet boîte noire. Voilà, et puis il y a surtout des vrais produits qui ont démontré qui pouvaient apporter de la valeur ajoutée. Parce que pour avoir assisté à des discussions avec effectivement dans des corporates avec des fournisseurs d'IA, quand vous demandez la valeur ajoutée versus le prix que peut coûter aujourd'hui une IA pour déterminer une tâche particulière, il y a beaucoup de gens qui sont en peine de vous dire vous investissez 100 et vous allez finalement gagner 200. Il n'y a pas de chiffre aujourd'hui réel sur le marché. Alors, il commence à y en avoir. Effectivement, du côté du code, pour simplifier, etc. Il va falloir faire attention à la qualité du code, parce que si personne ne le maîtrise, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'Anthropic ait réussi à répondre de manière factuelle et efficace à des problématiques d'institutionnel pour générer de la valeur, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Et dans ce que dit Fred, on a encore une seconde sur le sujet ou pas ? Oui, bien sûr, Clément, vas-y. Dans ce que dit Fred, la voie pour les Européens, en effet, là où tu as peut-être raison, c'est de dire, regardez, c'est marrant, c'est une IA. Alors, il y a énormément d'investissements, mais quand tu regardes, au départ, ils ont fait avec peut-être 200, 300 millions, quelque chose qu'on est complètement capable de fournir en Europe, des bons partenariats, on peut les avoir. Tu vois que Mistral, par exemple, ils ont des partenariats avec Google. Mais surtout, ils ont choisi un positionnement qui n'était pas le truc très grand public, qui coûte peut-être le plus cher, à savoir ChatGPT pour tout le monde, etc., mais qui est une proposition de valeur claire pour les entreprises. Notre modèle, ça va être le meilleur sur le raisonnement, la logique, les mathématiques, le code. Bon, voire et comme même ça, sectoriel, santé, finance. Exactement. Et où on se dit, OK, on peut, ça pour le coup, financièrement, sur des spécificités comme ça, créer des entreprises qui valent complètement le coup en Europe. Et en fait, cette valorisation, elle montre que même si tu es un peu plus spécialisé, les investisseurs sont prêts à mettre de l'argent. Et je prends un autre exemple, la sécurité aujourd'hui. Tu peux très bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui se lancent spécialisés dans la sécurité, etc.
pour le coup, les Européens ont les moyens de se spécialiser dans des modèles comme ça, de sortir des modèles concurrents technologiquement aux Américains, et donc de se retrouver avec une valorisation, une hype sous réserve qui trouve les fonds en Europe, mais en vrai, pour des futurs grands, ça peut se trouver, et qu'ils arrivent à avoir des leaders européens dans des domaines spécifiques. Donc en fait, ça montre une voie. La voie n'est pas juste, regardez, on va faire un chat GPT-like, parce que sinon, dans l'IA, personne ne percera. Je pense que sur cet aspect-là, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Il y a tout ce qui est imagerie médicale aussi, qui est un champ absolument phénoménal. Et très protégé légalement en Europe, donc en plus, on peut avoir un coup d'avance. Exactement. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qui a investi dans l'entreprise, qui a aussi le Qatar dont on parlait. Oui. Donc, ces gens-là, ils peuvent aussi, et d'ailleurs, ils investissent en Europe. Donc, on doit pouvoir Dans trouver le l'argent PSG. avec un produit de qualité. Pardon, excuse-moi. Dans l'actu, les amis, il y a aussi, eh bien, encore une fois, ce petit coup de règle tombé sur les doigts de TSMC. Et la règle, c'est les États-Unis qui la tient, évidemment, puisque les États-Unis vont rendre encore plus difficile pour TSMC, pour SK Hynix, qui est coréen, et Samsung aussi coréen, de produire des puces en Chine. Eh bien voilà, on comprend. On sait que la propriété intellectuelle américaine se veut être vraiment conservés, et TSMC fabrique pas mal de puces, bien sûr. Je crois que c'est 3%, c'est pas énorme. Ils ont même une usine TSMC en Chine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais là où ils sont absolument stratégiques, c'est qu'ils ont un savoir-faire absolument exceptionnel sur des puces extrêmement performantes et les dernières puces produites par NVIDIA. Donc il y a un vrai sujet dans une espèce de guerre économique et de conflit technologique à terme sur la protection du savoir-faire américain. Et Trump, en ce sens, ne fait qu'aller un petit peu plus loin, mais continue ce que Biden avait commencé. D'ailleurs, je crois qu'on avait déjà parlé sur ce plateau, où Biden, à l'époque, le ban de Huawei interdit à NVIDIA de vendre ses puces, et NVIDIA ne peut pas vendre ses puces à l'ensemble du marché mondial. Il a juste une liste de pays auxquels il peut s'adresser. Donc maintenant, Trump va un cran plus loin et dit « je ne veux pas que ces puces soient effectivement produites aux États-Unis ». Alors, il semblerait que pour TSMC, ça ne soit pas grand-chose. C'est un peu plus important pour Samsung. Ça dépend lesquels, c'est ce que tu Ouais, dis. ça dépend lesquels. C'est les 3%. Eux, c'est les puces mémoire. Ouais, parce que pour Samsung. Voilà. Si c'est du 7 nano, je ne sais jamais si nanomètre, nanomillimètre. Parce nanomètre. Mais il y a marqué petit. NM, tu vois, mais si c'est du 7 ou du 10, c'est pas la même chose que si c'est du 14, qui sont pour le coup des générations plus anciennes. Donc en fait, il y a une question de proportion, mais aussi une question de quelle puce c'est vraiment qui produisent en Chine, Oui. parce que ça peut être plus ou moins handicapant. Plus c'est de pointe, plus ça coûte cher. Et puis, il y a ce risque de fuite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez une équipe et une production en Chine sur des savoir-faire extrêmement spécialisés, vous avez forcément des risques de fuite. C'est très gentil de dire risque en plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment Et donc, très quand poli. on voit le sommet géopolitique qu'il y a eu en début de semaine, voire la semaine dernière, et qui continue aujourd'hui entre Poutine, Xi Jinping, etc., on peut imaginer très simplement que cette réaction et cette décision soit aussi une réaction de protection de Trump, qui est clairement irrationnel sur beaucoup d'aspects, mais qui, là, essaie de protéger son savoir-faire. Ouais, ça ne va pas arranger les relations entre la Chine et Taïwan, cette histoire-là. Ah ben non, mais de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Taïwan aurait été envahi depuis longtemps s'ils n'avaient pas les fondeurs qu'ils ont, tu vois. C'est bien Mais- pour ça que les dernières puces, tu vois, à 1,2 ou 2 nanomètres, pour l'instant, les usines, elles restent bien sagement à Bizarrement. Taïwan. Hein. On les exporte pas, hein, parce que justement, c'est un peu la monnaie d'échange en disant, si un jour ils sont là, regardez, ils vont. Mais la prochaine étape, c'est qu'elle s'installe aux États-Unis. La seule chose, c'est le savoir-faire qu'il n'y a pas aux États-Unis. C'est un peu comme Bernard Arnault, qui avait accepté d'envoyer dans le Texas une usine pour travailler le cuir, et il n'a pas trouvé de personne qui travaille aussi bien le cuir que ce qu'on le fait sur le marché européen. C'est Apple qui fait venir pour les sous-traitants américains. Il faut relocaliser les sous-traitants américains. Ils relocalisent les États-Unis et sous-traiter avec des Américains pour la production de certains éléments d'iPhone. Et finalement, on est obligé de faire venir des Chinois, des usines chinoises qui produisent des iPhones pour former les Américains. Parce qu'en fait, les sous-traitants américains, ça va pas. Ouais, parce que... Sans compter les règles sociales qui ne sont pas les mêmes, les cadences de travail, les jours de congé, les vacances. Oui, mais ça, à la etc., limite, ça se gère. Après, il y a un Ouais, mais ça problème de coûte plus coût. cher. Il y a un problème de On est coût. d'accord. Mais là, il y a plus que ça. Il y a un problème de savoir-faire. C'est-à-dire que je pense que les Américains ne savent pas. Non, c'est clair.
être aussi spécifiques que ne le sont Mais en aujourd'hui les 20 ans, la Taïwanais. Chine a acquis des connaissances et un niveau. C'est ça. On dit qu'aujourd'hui, globalement, la Chine a 4 à 5 ans de retard par rapport aux puces Nvidia et tout ce genre de choses. Mais je pense que les Chinois, au nombre d'ingénieurs qui sortent par an, à l'effort qui va être demandé, on le voit dans les militaires, on a vu le défilé aujourd'hui, ils sortent des noix. Peut-être qu'elles ne sont pas opérationnelles, mais en tout cas, des satellites pour aller bloquer les missiles balistiques, des drones qui font 20 mètres de long, des drones sous-marins, enfin des trucs assez incroyables. Enfin, ils montrent une capacité. Et là, on se dit que dans les puces, ils vont mettre, et puis là c'est le pays, c'est pas l'industriel qui va pousser, concurrencé par d'autres. Et là il faut voir comment ils vont réussir à rattraper ce retard. On leur interdit la vente l'achat des machines ASML. Bon, je pense que sur des marchés parallèles, on en a déjà parlé ici, ils doivent bien réussir à récupérer des machines, et puis peu à peu ils vont. Mais les on sait très bien que ça prendra un peu de temps. Mais DeepSeek ont développé leur modèle avec des messages sans. Maintenant, on le sait très bien. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est même que Nvidia, pour fondre ses puces, ne travaille pas avec une entreprise américaine. C'est-à-dire que Nvidia n'est pas un pur produit américain en termes de production de puces. Non. En fait, le vrai problème, c'est Intel. Le vrai problème, c'est la descente aux enfers. D'où les 10% pris par le gouvernement américain. Ouais, en fait, ça, c'est le dernier truc. Il y a deux sagas cet été. Après le départ d'Olivier Mine dans Fort Boyard, est-ce que les nains vont rester ? Et qu'est-ce qui se passe avec Intel ? Le père Fouras qui pleure. Et le père Fouras qui pleure et qui a dit qu'il allait peut-être s'en aller. J'ai raté des choses exceptionnelles. Bien sûr, il y a plus de vacherie dans Internet. C'est le père de tous les jeux de Fort Boyard. Ouais. Non, mais là, tu vois, t'es dans la télé des années 2020. Ça fait plaisir. Voilà. C'est en plus, c'était pas le juste prix, c'était le millionnaire que j'ai en tête. Wow. Mais non, le truc c'est Philippe Risoli. Mais le truc, c'est Intel, qui était quand même le fleuron des fondeurs américains et qui dominait largement le marché, qui au moment où TSMC et consorts ont réussi à passer du 14 au 10 puis au 7 nanomètres, n'a pas réussi, a pris des années de retard. En plus, ils auraient pu voir ce que faisait Motorola Semiconductor, ils auraient pu voir ce qui était passé avec Texas Semiconductor. Ils avaient d'autres histoires. Ils avaient des histoires qui peuvent leur montrer que ça allait être un problème. Qui annonçaient des méga-usines dans l'Ohio pour 80 milliards de dollars qui finalement devaient sortir, les premières puces en 2026 sortiront pas avant 2032 parce que le gouvernement met pas assez d'argent. Là, le nouveau boss d'origine chinoise, malaisien, qui est accusé d'avoir déjà, dans sa entreprise précédente, fourni des infos à la Chine. Et là, le gouvernement américain qui prend 10%. Je veux dire, en fait, la descente aux enfers d'Intel est tout le problème pour lequel on est obligé de taper fort sur TSMC parce qu'il n'y a personne à la maison. Clem, là, ça fait 2 mois, il est remonté à bloc. Ouais, c'est chaud. Je sais pas, là, c'est... Passion semi-conducteur. Là, t'as le ressort qui est bloqué, quoi. Je m'arrête là. Non, mais c'est très bien. Bravo, super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci L'heure beaucoup. tourne, il est quasiment 20h30. C'est la fin de ce débrief de l'ActuTech. Merci à Isabelle Bordry d'être venue nous voir, fondatrice de Rétinci. Clément David, président de Théodoclade. À bientôt, Clem. À bientôt. À bientôt, Isabelle. Merci. Et Fred, on se retrouve demain. Eh bien oui, avec encore plein de news. Plein de news, plein de puces, plein de processeurs. Et nous, avec Isabelle, on est dispo demain. Je t'entends plus. Là, il y a un problème. Mais bientôt, Clément. Mais bien sûr, vous êtes les bienvenus quand vous le voulez, vous le savez. On revient dans un instant pour la suite de ce Tech & Co avec au menu pour notre deuxième partie. Bah tiens, cette première étudiante IA qui fait sa rentrée, elle s'appelle Milo. On va la découvrir avec François Stéphane, qui est le directeur général de l'ECE, puisque c'est là-bas qu'elle sera. Ce robot. Et puis une IA aussi pour se souvenir de nos proches. Alors ça, c'est un sujet un peu bizarre qu'on va évoquer dans un instant. Ça s'appelle Heur. Et le fondateur de Heur, Matteo Bosso, sera avec nous. Tout à l'heure, c'est un petit boîtier qui peut mémoriser en fait et numériser des voix de personnes qui ont disparu avec lesquelles on peut avoir des discussions. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Attention, ne crions pas tout de suite au scandale. Et en tout cas, notre invité nous expliquera tout cela dans quelques instants. 20h30, à tout de suite, après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h32 en ce mercredi soir. Un grand merci d'être avec nous. Vous le savez, on est là du lundi au jeudi, 19h30, 21h, le nouvel horaire de Tech & Co, la quotidienne. Et notez-le maintenant, dorénavant, c'est à 20h30. On retrouve Léa Benaïm pour un point complet sur l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, c'est un soulagement pour Google qui échappe au démantèlement. La justice a tranché. L'entreprise peut garder Chrome et même Android avec tout de même quelques concessions.
l'application. Google peut rester le moteur de recherche par défaut chez certains navigateurs comme Safari par exemple, mais ne pourra plus signer de contrat d'exclusivité et il devra aussi partager ses données de recherche avec ses concurrents. Et puis c'est définitivement une bonne journée pour Google qui échappe aussi à une amende de la Commission européenne. Alphabet aurait dû être condamné lundi pour abus de position dominante dans la publicité, une amende de 1,5 milliard d'euros, mais finalement la sentence a été suspendue. Bruxelles aurait accepté de lâcher du lest sur les géants de la tech pour préserver un compromis commercial avec les États-Unis. Et également dans l'actualité, Léa, Anthropic qui lève 13 milliards de dollars. Et oui, ce qui triple sa valorisation en à peine 6 mois. La société à l'origine du chatbot Claude vaut désormais 183 milliards de dollars. Cet argent frais doit servir à développer de nouveaux systèmes d'IA, améliorer leur sécurité et surtout continuer son développement à l'international. Dans l'actualité des puces, le groupe taïwanais TSMC va désormais subir des restrictions de la part de Washington concernant ses exportations vers la Chine. Les États-Unis ont décidé de révoquer son autorisation pour exporter sans licence vers l'Asie du matériel américain. Les Sud-Coréens SK Hynix et Samsung ont aussi été visés par les mêmes sanctions. Et enfin, l'expansion continue pour Waymo. La filiale de robotaxi de Google commence cette semaine des nouveaux tests à Seattle et Denver. Waymo est déjà présent dans plus d'une dizaine de villes américaines avec plus de 2000 véhicules autonomes sur les routes, dont 800 rien qu'à San Francisco. Et elle a aussi prévu de débarquer très prochainement à Dallas, Miami, Washington et New York. Et enfin, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour un nouvel épisode de Tech & Co Business en compagnie de Frédéric Simotel. Une émission diffusée le mardi à 22h30 sur l'antenne, mais disponible en replay et en podcast encore sur Fred toutes Simotel. les plateformes. Il vient de partir Mais et c'est il pas revient. possible. Voilà, et cette semaine, Frédéric Simotel reçoit un porte-parole de Foncia, entreprise qui a décidé de basculer tout son parc informatique chez Apple. On vous explique pourquoi et on écoute un extrait. Expliquez-nous un peu où vous en êtes de cette transformation numérique, donc qui est déjà bien avancée, et puis ce choix d'Apple. Tout à fait. Donc la transformation numérique, en effet, on l'a démarré il y a 8 ans. On s'est attaqué vraiment à l'ensemble des aspects technologiques du groupe, que ce soit la partie infrastructure. On est passé sur le cloud, on a rénové nos agences, on a travaillé aussi sur la partie applicative, on a rénové également et on a reconstruit complètement notre ERP métier. Et puis également donc la partie finalement l'outil de travail de nos collaborateurs au quotidien. Où on s'est posé la question on était classiquement sur du PC Windows, oui. Et on s'est posé la question lors de cette transformation digitale de changer ce matériel, de le renouveler, et s'est posé la question en effet Windows, Apple, et Apple a gagné. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, à retrouver bien évidemment sur la plateforme Tech & Co et le mardi soir donc sur BFM Business. 20h36, un robot vient d'arriver sur le plateau, on vous le présente tout de suite avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir François Stéphan. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'ECE, qui est une école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Vous avez 30 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des technologies de l'information. Vous avez occupé différents postes de direction dans les sociétés de technologie, des sociétés de conseil, de services, des start-up. Et donc, vous êtes directeur général de cette école qui est basée dans le 15e arrondissement de Paris, je crois. Absolument. Cette rentrée dans cette école, peut-être avant de rentrer dans le robot, présentez-nous cette école. À qui s'adresse-t-elle? Combien d'élèves avez-vous? À quoi sert-elle? Alors, c'est une école d'ingénieurs qui est centenaire, un peu plus centenaire, spécialisée dans le numérique et l'intelligence artificielle. C'est presque 5000 étudiants cette année, 4700 pour être exact, présentes à Paris, Lyon, Bordeaux et Rennes. Et on forme des ingénieurs et des experts du numérique et de l'IA. Donc tout ce qui est la tech, finalement, on est sur le bon plateau, ouais. Appliqué à tous les secteurs d'activité, la défense, l'énergie, la santé. Très bien. Et donc, cette année, une nouvelle étudiante faite de composants en silicium et plastique arrive sur les bancs de votre école. Absolument, c'est Milo, je vous la présente. On l'a accueillie hier pour la rentrée des nouveaux étudiants de première année post-bac, donc première année du cycle du programme ingénieur. Et Milo est une camarade comme eux, c'est une étudiante, c'est la première IA étudiante en ingénierie au monde. Même Stanford, même le MIT n'ont pas fait ça.
Avec une plante verte sur la tête. Alors, c'est une petite plante verte en plastique pour la rendre encore plus sympathique. Un peu plus sympathique. Voilà. Alors, à quoi sert Milo dans ce contexte, en fait? Parce que vous dites qu'elle n'est pas là pour enseigner, elle est avec les élèves. Elle est avec les élèves et avec les professeurs. Parce qu'en fait, on a fait le constat que l'IA, sur lequel on enseigne depuis très longtemps à l'école, est en train de bouleverser de façon très rapide les compétences qu'on doit apporter à nos étudiants. On forme des ingénieurs qui vont être augmentés par l'IA. Donc, plutôt que faire un projet théorique, on s'est dit comment comprendre, comment faire évoluer nos contenus et faire évoluer la façon dont on enseigne à nos étudiants. Et on s'est dit, on va tout simplement mettre un objet au milieu des étudiants et des professeurs. On va l'incarner et c'est une IA étudiante. C'est ça notre projet. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'elle écoute ce qui se dit pendant les cours, qu'elle puisse interagir, aider les étudiants, peut-être aider aussi les profs. Enfin, expliquez-nous quel est son rôle. Alors son Comment rôle, ça va marcher? Alors donc, elle va assister au cours. Donc hier, elle était à la rentrée. Et en fait, dans une dizaine de jours, elle va assister au premier cours de mathématiques. Donc on commence par les cours de mathématiques. Elle va écouter les cours aux côtés du professeur. D'accord. Et elle va être une étudiante très sage et très forte en maths, bien évidemment, pour que, par exemple, un étudiant qui rate un cours, par exemple, ça peut arriver chez les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants, ils vont pouvoir aller voir Milo, parce que Milo va être accessible sur un smartphone, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire qu'elle est matérialisée ici physiquement, mais c'est un programme. En fait. Voilà, c'est un programme, mais un robot. On tient beaucoup au robot, on tient beaucoup à l'incarnation physique, et on pourra en reparler. Et donc, l'étudiant, à toute heure du jour et de la nuit, il pourra dire « Dis donc Milo, j'ai raté le cours de Monsieur Rochet, tu peux me passer tes notes ?» « Oui, bien sûr, je te passe tes notes. » Et dis-moi, et Milo va lui dire « Tu sais, je voulais te dire, le prof, il a dit un truc très important en cours, que pour le DS de maths la semaine prochaine, il faut vraiment réviser les nombres complexes. » Donc voilà. Et ensuite, il va aider le professeur parce qu'il va aller voir le professeur et va lui dire « Monsieur de Rochet, en fait, j'ai eu plein de questions des étudiants sur l'équation différentielle. Ils n'ont pas compris, en fait, l'équation que vous leur avez expliquée. » Et donc à ça, le prof va comprendre qu'il faut qu'il explique différemment. Donc c'est un assistant pour les étudiants et un assistant pour les professeurs pour transformer la pédagogie par l'IA, parce qu'on dit partout, et sur votre plateau évidemment, que l'IA est en train de bouleverser tous les métiers, y compris le nôtre. Notre métier, c'est la pédagogie, et donc on applique tout simplement ça, mais on a une approche d'ingénieur. Donc on a fait cette IA avec un robot, et on expérimente, et on voit ce que ça donne. C'est inédit, non? Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui ont ce type de robot qui accompagnent à la fois les élèves et les étudiants? À notre connaissance, c'est unique au monde. On a repéré une école, je ne sais plus, en Europe, qui a mis une IA en études en art, une IA étudiante, mais qui n'est pas robotisée, en tout cas dans le secteur de la tech, à notre connaissance. On est les seuls au monde, c'est une première mondiale. Après, vous dites que c'est un robot, ça ne bouge pas. Enfin, alors, pour l'instant, ça ne bouge pas, c'est une première version. Voilà. En fait, ce qu'on a voulu, c'est effectivement l'incarner. C'est pas un robot. C'est pas un robot, vous avez raison. C'est une incarnation dans le réel. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut que les étudiants d'abord voient et les professeurs voient que Milo est là. Bien sûr. D'ailleurs, s'il y a des professeurs qui ne veulent pas, Milo ne sera pas dans les cours. Et on veut incarner la chose. Mais peut-être demain, on aura d'autres versions de Milo. C'est quoi le cerveau de Milo? C'est ChatGPT? Alors non, le cerveau de Milo, c'est une IA que nos étudiants ont développée avec nos professeurs. Wow. C'est un SLM qui s'appelle ECE Primal, qui a été développé il y a quelques mois par de la fusion de modèles, à partir de modèles open source. Et figurez-vous qu'il a été classé au top 1 mondial sur Hugging Face, sur la catégorie. Elle est très forte en maths. En fait, ils ont fusionné deux modèles. Ils ont pris un modèle qui est fort en maths, open source. Ils ont pris un modèle qui est très fort pour raconter des histoires. Donc ça tombe bien pour faire un prof de maths. Et ils l'ont mélangé. Ça veut dire qu'elle est plutôt spécialisée mathématiques? Alors aujourd'hui, j'imagine que dans votre école, c'est l'immense majorité des cours que vous prodiguez, non? Alors les maths, c'est la base, effectivement, dans une école d'ingénieurs. Donc effectivement, pour l'instant, on la spécialise sur les mathématiques. Demain, on va la spécialiser sur l'électronique, la physique, l'informatique, mais aussi les langues, l'anglais, les sciences humaines, etc. On imagine même que Milo, très rapidement, pourra aider nos étudiants à trouver un stage, simuler un entretien de recrutement, par exemple, et trouver un premier job ou une alternance. C'est intéressant parce que durant cette rentrée 2025, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Elisabeth Borne est montée au créneau. J'imagine que vous avez suivi tout ça de près. Alors vous avez pris cette initiative. Dans quelle direction faut-il aller? Si on prend un peu de recul par rapport à Milo et à votre métier donc en tant que patron d'école, comment on pourrait faire intégrer l'intelligence artificielle dans les écoles? Et pas que pour les écoles d'ingénieurs d'ailleurs. On est d'accord. Donc évidemment, un futur manager en finance, il va être un manager en finance augmenté par l'IA.
Donc il va falloir qu'il apprenne l'IA et aussi qu'il plonge dedans pour qu'il comprenne comment ça marche. L'initiative du gouvernement et de Madame la ministre est très intéressante parce qu'elle fait un plan vraiment très organisé et très pratique pour mettre l'IA au milieu de l'enseignement. Donc je crois que plutôt que l'IA dire, comme on avait dit il y a 2 ans, « Ouh là là, c'est horrible, il faut interdire, etc. » Au contraire, il faut accompagner. Nous, par exemple, à l'ECE, on a décidé cette année de rendre l'usage de l'IA obligatoire par nos étudiants. Parce que vous savez qu'un ingénieur logiciel, quand dans 5 ans ils sortiront de l'école, ils ne vont plus produire du code eux-mêmes, ils vont produire 90% du code par une IA. Donc la compétence, ça va être quoi demain, à votre avis? C'est de savoir piloter les IA? Absolument. La compétence, c'est de savoir prompter, comme on dit, savoir interroger un outil IA, mais ça peut être un outil pour faire du logiciel, mais un ingénieur qui va faire de l'optimisation énergétique, il va piloter des outils IA, il va leur demander donc comment piloter une IA, poser les bonnes questions, dialoguer et avoir un regard extrêmement critique sur les résultats, avoir toujours l'approche de l'architecture et puis savoir écouter les besoins du client. Et ça, aujourd'hui, les IA ne savent pas bien le faire. À votre avis, l'IA, il faut en parler dès le primaire aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut en parler rapidement. Il faut sensibiliser les enfants. C'est comme à l'époque, on parlait du code. Je crois qu'il y a des initiatives là, à partir de la 4e et aussi la seconde, où il y a 1 heure ou 2, je crois, par semaine. Absolument, ça fait partie du plan dont vous parliez. Oui. Absolument. Moi, je suis fondamentalement convaincu qu'il faut en parler relativement tôt. Alors, en classe de primaire, je ne suis pas un expert de l'éducation en primaire, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'il faut les sensibiliser. Et puis, je pense que la classe de 4e, c'est une bonne idée, la seconde, etc. Il faut y aller petit à petit. Et je crois que c'est important, c'est d'accompagner et d'aider les enseignants. Nous, on a nos enseignants, c'est incroyable, avec le projet IA et Milo. On a eu une énergie phénoménale parce que les enseignants veuillent s'approprier cet outil et le mettre au service de leur métier et de leurs étudiants. Il n'y a pas de réticence de la part des enseignants quand même? J'étais très surpris, figurez-vous. Je me suis dit que certains enseignants seraient peut-être un petit peu prudents, réservés. En fait, ils ont tout de suite embarqué parce qu'on a fait un grand groupe de travail et ils produisent des choses formidables. Je suis sûr parce qu'on a Après, vous êtes une école d'ingénieurs, donc on va dire que les enseignants sont sensibilisés, baignent là-dedans. Bien sûr, mais on a on a des centaines d'enseignants. Je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me dire, écoute, en fait, François, j'ai pas envie que Milo assiste à mon cours. Mais je dis, il n'y a pas de problème, on n'oblige personne. Mais je veux dire, pourquoi, etc. Et puis, il y aura les early adopters, comme on dit. Donc, on a une approche très expérimentale. Vous voyez, Milo, vous avez peut-être vu les reportages dans les médias là, depuis hier, elle a un petit temps de latence, parce qu'elle n'est pas parfaite. On a une approche disruptive. Et désolé de le dire, pas trop franco-française, mais un peu inspirée des grands acteurs de la tech. On expérimente, on met un minimum viable product et puis on avance et on voit comment ça marche. François, vous qui êtes donc directeur général de cette école, le CE, c'est pas compliqué de courir après l'innovation finalement, parce que aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué d'imaginer ce dont on aura besoin demain comme spécialité, comme métier. On s'est rendu compte il y a encore 5 ans, on disait il faut être développeur, allez-y, développeur, il faut développer. L'IA générative est arrivée, on s'est dit finalement on n'a pas besoin autant de développeurs ou alors de développeurs de haut niveau. Comment arrivez-vous à prédire ce dont la société et on va dire les boîtes technologiques auront besoin dans 5 ans ou 6 ans? En fait, je vais vous répondre, on ne le fait pas en fait, parce que c'est impossible à faire. On prédit pas à 5 ans. Ce qu'on fait, c'est Vous n'avez pas peur d'être en retard finalement par rapport à la demande dans quelques années? Alors d'abord, l'innovation, on la suit pas, on la fait tout simplement. Moi, quelquefois, il y a des profs qui me disent « Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Milo? Comment ça va se passer ?» Je leur dis « Mais j'en sais rien, on va le découvrir ensemble. » Et ensuite, on a un dialogue vraiment très serré avec les entreprises qui recrutent. Voilà. Au quotidien, on discute avec elles. Moi, Milo, je leur ai proposé « Venez travailler avec Milo. » Parce que moi, les entreprises, elles commencent à me dire « Dites donc là, il faut que vous apportiez d'autres compétences à vos étudiants. » Alors, je dis lesquelles? Ils me disent « Je dis « Mais pour les découvrir, venez travailler et aidez-moi à construire la pédagogie des nouvelles compétences. » Mais aujourd'hui, ça va très vite. On disait que le numérique allait très vite, allait 7 fois plus vite que le reste. Mais là, avec l'IA, on est dans la partie haute, qui grimpe vite de la courbe de la loi de Moore. Donc on est là maintenant, vous voyez, et donc ça va extrêmement vite. Donc on ne peut plus prédire maintenant, il faut juste être collé au terrain. Et donc nous, on est une école collée au terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les profs de l'école qui ont fait ça, ce sont des étudiants, coachés par nous, accompagnés évidemment. Mais c'est complètement... Ça a été imprimé en 3D, c'est du plastique écologique, c'est de l'amidon de maïs, etc. C'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui ont fait le design, qui ont imaginé, vous voyez. Dernière petite question, est-ce qu'on a cette image d'être un pays de l'excellence en termes de mathématiques, d'ingénieurs formés à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est toujours le cas, sincèrement, aujourd'hui, sans bullshit?
Moi, je crois oui, parce que nous, on a déjà des champions, des étudiants qui ont été champions mondiaux de l'IA. Je vous ai parlé de Primal, mais l'année dernière, j'ai 2 étudiants qui ont fait un modèle, ce qu'on appelle plutôt un large modèle. Et ils ont fait un modèle, ils ont mergé, un modèle à 70 milliards de paramètres, top 1 mondial sur Hugging Face. Leur modèle, il a été téléchargé 30 000 fois. Et c'est des Français. Donc, c'est des Français. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Et bonne rentrée à Milo. Merci. Elle apprécie. Il y a tous vos étudiants. Merci. Vous êtes directeur général de l'ECE, donc cette école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Alors c'est presque de la science-fiction. On va parler non pas de la 5G qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais de la 6G, Salomé. Ça y est, les chercheurs cogitent et certains ont même développé une puce expérimentale aux résultats impressionnants. C'est ça, la 6G, tu le disais, c'est la prochaine étape, encore un petit peu lointaine des télécoms mobiles. Mais figure-toi qu'aux États-Unis et en Chine, des chercheurs des universités de Santa Barbara, de Pékin et de Hong Kong ont créé une puce 6G qui dépasse les 100 gigabits par seconde. Wow. Ouais, c'est impressionnant, hein, c'est quand même 10 fois plus rapide que la limite théorique de la 5G et c'est près de 500 fois plus rapide que les débits moyens. Alors pour ça, les chercheurs ils ont développé une nouvelle puce, une puce photonique. Alors un peu plus simplement, en fait, c'est une puce qui ne va pas utiliser des signaux électriques pour transporter l'information comme le font les puces un petit peu plus classiques, mais des signaux lumineux, les fameux photons. L'autre prouesse, c'est vraiment la taille de la puce, hein, elle ne fait que 11 mm sur 1,7 mm. Et pourtant, elle est quand même en mesure de fonctionner sur une bande de fréquence ultra large. Hein, et ça va permettre de couvrir de nombreux cas. Donc, par exemple, les zones rurales qui ont besoin d'une haute couverture, les connexions entre les voitures et même des opérations chirurgicales à distance qui ont besoin de latence extrêmement faible. Dans des cas un petit peu plus classiques, hein, quand on aura notre smartphone, par exemple, ça va lui permettre d'avoir un très haut débit, où qu'il soit en fait. Et on peut l'espérer quand, cette 6G qui fait rêver, Salomé? C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais il va falloir un petit peu attendre malheureusement, parce que pour le moment, la puce 6G dont je te parle, elle est juste au stade expérimental, et la 6G, elle devrait juste intervenir avant 2030 au plus tôt, hein, donc on a encore un petit peu de temps avant de la voir venir. Mais pourtant, les ambitions sont déjà grandes. Hein. Déjà, c'est ce que je te disais, augmenter les débits, mais surtout réduire drastiquement la latence pour devenir une alternative crédible à l'Internet fixe. Et ça va surtout intéresser les entreprises. Merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, la 5G va encore progresser, bien évidemment. On le voit avec de la 5G+, qui arrive chez les opérateurs, etc., etc. Merci beaucoup. Salomé Ferrari, la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, on va découvrir un boîtier qui clone les souvenirs. Notre invité nous en parle. Il s'agit de Her. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Mathéo Bozo est avec nous. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Her, avec un produit qui étonne, qui fait réfléchir, parce que vous mélangez l'humain et l'intelligence artificielle générative avec un boîtier qui clone les souvenirs grâce à l'IA. C'est un boîtier physique que vous voyez derrière moi si vous êtes à la télé. Hein. C'est on dirait un petit rond, un petit haut-parleur avec un liseré de LED tout autour. Présentez-nous ce boîtier et ce qu'il fait, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, ce qu'on a voulu développer, c'était une capsule temporelle, mais dopée à l'IA. Donc, le but en fait, de ce boîtier, c'est de pouvoir le transmettre à nos parents, à nos grands-parents, pour que le boîtier puisse poser des questions de comment vas-tu, quels sont ton souvenir de ta jeunesse, comment c'était quand tu étais adolescent. On a 120 questions préenregistrées et puis l'IA va commencer à creuser de plus en plus. Le but de ça, c'est vraiment d'enregistrer tous les souvenirs de la personne, de son temps de son vivant. Et lorsque la personne va décéder, on va pouvoir transmettre ce boîtier aux descendants. Et grâce à ça, on va pouvoir déjà réécouter les souvenirs de la personne, savoir ce qui s'est passé vraiment dans sa vie. Et grâce au système de double digital, donc on clone la voix, on va pouvoir vraiment échanger avec ce boîtier comme si on parlait avec la personne qui est décédée. Alors bien sûr, c'est toujours cadré aux souvenirs qui ont été transmis. On ne crée pas de nouvelles mémoires. C'est compliqué ce sujet, je le disais tout à l'heure, et bizarre aussi, parce que là on est confronté au deuil, on est confronté à l'absence, au manque de personnes qui nous sont chères et qui nous ont quittés. Pour que je comprenne bien, donc, ce boîtier, on va l'offrir à une personne âgée,
une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou grand-père, etc. Donc on le branche et l'appareil va leur poser des questions, c'est ça ? À des moments précis de la journée, comment ça passe ? Comment ça marche ? C'est la personne qui va devoir être active, c'est-à-dire qu'elle va venir voir le boîtier, elle va appuyer sur le bouton et du coup, dans ce moment-là, le boîtier va commencer à poser des questions. En suivant donc les 120 questions qui sont prédéfinies, puis après en creusant de plus en plus sur tous les aspects de la mémoire, les souvenirs par rapport à ce qu'elle a déjà répondu. D'accord. Et donc à ce moment-là, le boîtier enregistre les réponses de cette personne, ok, va les stocker dans le cloud, j'imagine. Exactement, oui. Tout à fait. Ouais, c'est un peu comme un Alexa ou un truc comme ça, sauf que, tout à fait. Évidemment, là, vous enregistrez la voix véritablement. Cette personne nous quitte. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce boîtier, je le récupère. Enfin, en tout cas, les personnes, les enfants ou les petits-enfants récupèrent ce boîtier. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, ils récupèrent ce boîtier, donc ils peuvent l'activer. Donc, alors, juste pour préciser, on a le boîtier et une plateforme web aussi. Donc, ils peuvent aller directement sur la plateforme web. Le boîtier, c'est pour donner quelque chose d'un peu plus interactif aux personnes qui sont âgées, qui ne sont pas forcément habituées à aller sur un site web. Et du coup, ils peuvent réaccéder à la mémoire. Donc, ils vont pouvoir réécouter les souvenirs comme ils ont été enregistrés, mais ils peuvent activer le mode intelligence artificielle. Et là, on va pouvoir échanger comme si on échangeait avec la personne. Donc en fait, l'intelligence artificielle va cloner la voix de tous les enregistrements qu'on a eus. Et on va pouvoir lui poser la question, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite, à 6 ans, que tu partais en vacances ? Et là, l'IA va récupérer tous les souvenirs qui ont été faits et recréer le souvenir pour pouvoir le raconter. On va pouvoir être vraiment dans une interaction. Alors ça reste quand même d'un système où on fait une demande et on a une réponse. Ce n'est pas un compagnon de tous les jours qui est à côté. Le but, c'est vraiment de pouvoir juste ressentir. Et aussi, sur le clonage de la voix, le point important, c'est qu'on va cloner toutes les émotions qu'on a dans la voix. Quand elle va rire à certains moments ou quand elle va ressentir la tristesse, on va pouvoir les réexprimer pour pouvoir vraiment créer un souvenir réaliste de la personne. Mais est-ce que malgré tout, grâce à cette IA, on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des discussions soutenues avec ChatGPT notamment, mais avec d'autres. Là, l'idée, c'est d'avoir une discussion soutenue avec un proche décédé dont la voix aurait été clonée, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Mais pas que pour avoir des instants de sa vie. On peut recréer en fait un lien véritablement ? Alors, on ne partirait pas là-dessus, parce que ça, je pense, ça serait néfaste au deuil en lui-même. Le but n'est pas de recréer un lien. L'IA se limite aux souvenirs qui ont été enregistrés. Donc, on ne va pas créer de nouvelles discussions. Par exemple, je donne un exemple simple. Si jamais on lui pose une question, qu'est-ce que tu penses de cette personnalité en particulier ? Si la personne, dans ses mémoires, en a parlé, on va pouvoir répondre. Si jamais elle n'en a pas parlé, on bottera en touche et on ne va pas répondre. Donc, en fait, on ne va pas recréer une personne, c'est vraiment un principe, on va juste pouvoir créer un échange réaliste avec les souvenirs de la personne et comment elle s'exprimait. Vous avez lancé ce boîtier il y a quelques semaines de cela, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un petit galet, hein, on le disait tout à l'heure. Vous avez des premiers retours, sincèrement, parce que voilà, vous allez vous heurter aussi à des postures intellectuelles qui ne seront pas d'accord en fait avec votre concept. Vous en êtes conscient ? Complètement, et on a des retours. Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on va avoir des retours qui sont assez négatifs de personnes qui n'utilisent pas le système. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un a priori sur le principe, et je comprends tout à fait, que je respecte. Et par contre, là, actuellement, on avait un bêta-test de 50 personnes qui est en train de se terminer, et du coup, on lance le service à l'instant, où les 50 tests étaient plutôt très positifs. C'est-à-dire qu'on a un échange qui est agréable, un échange qui est normal, et c'est vraiment un outil qu'il faut voir comme une capsule temporelle qu'on va pouvoir utiliser. Et le but quand même de ça, c'est, je peux comprendre le principe quand il y a un deuil qui est très récent, où c'est difficile. Mais le but final, quand même, c'est que d'ici 100, 200, 300 ans, on va loin, les petits-enfants pourront interroger les arrière-grands-parents sur leur personnalité, comment ils étaient. Et c'est quelque chose qu'on perd, en fait, aujourd'hui, parce que c'est que la parole qui transmet. On parle de moins en moins avec nos anciens, ce qui est quand même triste. Et il faut pouvoir recréer le lien grâce à la technologie. Si on reprend un peu les chiffres, par exemple, si on regarde les études qui ont été faites, 77% des gens qui ont perdu quelqu'un auraient aimé faire plus d'enregistrements, auraient aimé garder des enregistrements de la personne pour pouvoir la réécouter. Et c'est le principe, en fait, de cette plateforme. Voilà, ça questionne, mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter pour évoquer ce sujet qui ne laisse pas indifférent. Certains vont trouver ça incroyable et vont être rassurés de réentendre la voix de quelqu'un qui était cher, et puis d'autres ne vont pas accepter ce type de choses. Mais en tout cas, voilà, ça arrive, c'est français, ça s'appelle Erreur. Merci beaucoup, Matteo Bozzo. Vous êtes le fondateur donc de ce boîtier. Après, on n'a pas parlé du modèle économique, mais il y a des abonnements derrière tout ça. Si on veut la version
avec IA générative donc, et du collage de voix, ça coûte combien par mois? Alors avec l'IA générative, on est à 20 € par mois, enfin 19,90 €. Sans juste la plateforme en elle-même avec les mémoires, on est à 4,50 €. Point important, c'est sans engagement, donc c'est-à-dire qu'on peut arrêter quand on veut et les souvenirs ne sont pas supprimés. D'accord, donc on peut remettre ça en route de temps en temps. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech & Co. Il est bientôt 21 h, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Replay podcast disponible très vite. Le replay sur YouTube aussi. Sans doute dès demain matin, vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube comme toutes les précédentes émissions de Tech & Co. Bien pratique et ça c'est l'une des nouveautés de cette rentrée. Et on sera là demain jeudi dès 19 h 30. D'ici là, très belle soirée. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.